Bonjour les troisièmes. Alors, on est parti pour un petit cours que je vais essayer de faire pas trop long, concernant le parcours transversal numéro 2 qu'on aurait dû traiter ensemble normalement. Donc, je vous mettrai, quand vous aurez cette vidéo, il y aura le document qui sera sur Pronote. Vous pourrez donc suivre les pages, mais là, je vais tout faire comme si on était ensemble, c'est-à-dire que je vais de toute façon revenir sur chaque passage et chaque page qui nous intéresse pour cette thématique qui est la suivante, donc les commandements, ou plus exactement l'évolution des commandements au travers de tout le récit. La première chose à faire, évidemment, c'est de se reporter à la page 24 de notre édition. Donc, comme d'habitude, ceux qui n'auraient pas cette édition, eh bien, il faut que vous vous reportiez à la bonne page, mais selon l'édition que vous avez, je ne peux pas vous aider. En tout cas, c'est la fin du chapitre 2. Là, on va s'y retrouver quand même, quelles que soient les éditions, puisque dans cette fin de chapitre était instauré, par ici, où est-ce que c'est? Ici, voilà, les commandements. Donc, je nous les relis une fois et on va voir justement comment ça évolue hein, au fur et à mesure des pages et des années de l'histoire de la ferme des animaux. Alors, premier commandement, tout deux pattes est un ennemi. Deuxième commandement, tout quatre pattes ou tout volatile, un ami. Troisième commandement, nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. Et 7. Tous les animaux sont égaux. Donc, ça, c'est le début du récit et donc nos commandements, ceux qui sont censés régir maintenant la vie de la ferme, avec bien sûr cette idée, hein, après la Révolution, cette idée que ben, les êtres humains, eux, n'ont pas à être considérés, qu'on ne doit à aucun moment entretenir la moindre relation avec eux. Alors, on commence et on tourne les pages, on arrive au chapitre 6. Au chapitre 6, où vous allez voir, vous avez dû voir déjà, qu'un premier problème se passe, apparaît, puisque on va rétablir une forme de communication avec les humains, alors que jusque-là, évidemment, il était entendu que ça ne se ferait pas. Donc, c'est ce que je vous ai mis sur le document, chapitre 6, page 54 à 55. Qu'est-ce qui semble contrevenir aux résolutions des animaux dans ce passage? Les animaux peuvent-ils s'exprimer librement? Pourquoi? Comment Bribabi parvient-il à prouver aux animaux que ce qu'ils disent est sans fondement? Alors je ne vais pas vous relire à chaque fois toutes les questions, hein, vous les aurez sous les yeux, et puis comme on le fait de cette façon-là, on les traitera peut-être pas toutes toujours dans le détail. Néanmoins, on va regarder ici, hein, c'est la première chose qui apparaît, c'est donc la relation avec les humains. Donc on est page 54, et on nous dit aussi était-il en pourparlers pour vendre une meule de foin et une partie de la récolte de blé. Plus tard, en cas de besoin d'argent, il faudrait vendre des œufs, on peut les écouler au marché de Wellington. Les poules, déclara Napoléon, devaient se réjouir d'un sacrifice qui serait leur quote-part à l'édification du moulin à vent. Alors là, on a un petit retour de mémoire quand même, et chez les animaux, c'est pas si fréquent que ça, donc c'est bien de le souligner. Tous les animaux se rappelaient les avoir adoptés. On parle des résolutions, hein, ou du moins, ils croyaient en avoir gardé le souvenir. Donc, on est en train de se demander, c'est ce que je vous ai pas lu, hein, mais qui est juste au-dessus, une fois encore, les animaux éprouvèrent une vague inquiétude, j'aurais dû commencer par là, pardon. Ne jamais entrer en rapport avec les humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais faire usage d'argent, n'était-ce pas là certaines des résolutions prises à l'assemblée triomphale qui avait suivi l'expulsion de Jones? Alors effectivement, c'est pas dans les commandements qu'on a relus, mais c'était quelque chose dont les animaux avaient parlé, hein, et c'était la résolution qui devait être maintenue. Donc, ici, déjà, on casse cette histoire de résolution et les cochons disent bah non, on va entretenir des relations avec les humains parce qu'on en a besoin, on a besoin d'argent pour notre moulin à vent ou pour autre chose. Alors, évidemment, les animaux, hein, toujours là, en plus, il n'y a pas grand-chose, c'est de l'ordre du souvenir, donc. Comme d'habitude, c'est Bribabi qui va prendre le relais hein, et qui va pouvoir expliquer que, bah non, bien sûr que non. Bien sûr qu'on peut avoir des relations avec les êtres humains, on n'a jamais dit le contraire. Donc, page 55, ensuite Bribabi fit le tour de la ferme afin d'apaiser les esprits. Il assura aux animaux que la résolution condamnant le commerce et l'usage de l'argent n'avait jamais été passée ou même proposée. C'était la pure imagination, ou alors une légende née des mensonges de Boule de Neige.
Et comme un léger doute subsistait dans quelques esprits, Bribabi, en personne astucieuse, leur demanda: êtes-vous tout à fait sûr, camarades, que vous n'avez pas rêvé? Pouvez-vous faire état d'un document, d'un texte consigné sur un registre ou l'autre? Et comme assurément n'existait aucun écrit consigné, les animaux furent convaincus de leur erreur. Donc là, on en a parlé la dernière fois, hein, on sait que Bribabi, c'est vraiment le responsable de la propagande, c'est l'intelligence hein, qui ici est maléfique hein, et qui parvient donc à convaincre à chaque fois n'importe lequel des animaux, euh, car effectivement ici, ils ne peuvent prouver quoi que ce soit. Hein. Il n'y a pas de trace écrite de cette histoire. Et de toutes les façons, c'est ce qu'on va voir maintenant. Quand bien même il y aurait des traces écrites, on va voir qu'elles peuvent être modifiées. Donc ça, c'est important à retenir. Donc, on enchaîne avec un autre problème. Alors, là, on a dit la vente d'un certain nombre de produits de la ferme et potentiellement les œufs. C'est ce qui va arriver au chapitre 7. Donc, je fais juste un petit passage par le chapitre 7 et on reviendra au chapitre 6 qui nous intéresse, mais c'est sur un autre élément. Euh, on nous apprend donc que, eh bien voilà, il y a besoin d'argent et qu'il va falloir vendre de la production en plus pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir, on ne sait pas trop quoi faire d'ailleurs, hein, mais donc ici il s'agit des œufs des poules. Et on est page 62-63, il faut juste que je retrouve la ligne. Donc on nous dit, oui pardon, en 63 on va regarder, un dimanche matin, Bribabi déclara que les poules qui venaient de se remettre à pondre devraient donner leurs œufs. Napoléon avait conclu par l'intermédiaire de Whymper un contrat portant sur 400 œufs par semaine. En contrepartie, on se procurerait la farine et le grain jusqu'à l'été et le retour à une vie moins pénible. Alors là, les poules sont très mécontentes, hein, évidemment, et elles disent non, elles se rebiffent, hein, elles se rebellent, et on a donc ici un petit début de révolte, hein, c'est-à-dire du peuple hein, envers son gouvernement. Mais évidemment, puisque nous ne sommes pas depuis un bon moment déjà plus dans une société démocratique, eh bien la dictature agit en plein et il n'y a, a pas de problème, on va pouvoir faire plier les poules pour qu'elles finissent par accéder, ça c'est un petit peu plus bas. Donc euh, les poules élevèrent des protestations scandalisées. Euh, pour la première fois depuis l'expulsion de Jones, il y eut une sorte de révolte. Donc, on nous explique un petit peu la révolte telle qu'elle se met en place. La réaction de Napoléon fut immédiate et sans merci. Il ordonna qu'on supprime les rations des poules et décréta que tout animal surpris à leur donner fût-ce un seul grain serait puni de mort. Les chiens veillèrent à l'exécution de ces ordres. Les poules tinrent bon 5 jours, puis elles capitulèrent et regagnèrent leur pondoir. 9 d'entre elles, entre-temps, étaient mortes. Donc, ici, pression, hein, c'est-à-dire qu'on leur coupe les vivres, hein, on coupe l'alimentation, et évidemment, au bout d'un moment, elles sont un peu obligées de céder, et donc elles vont donner leur production d'œufs, mais entre-temps, il y en a quand même quelques-unes qui sont mortes. Alors, voilà pour encore une évolution hein, tout à fait marquante par rapport aux résolutions initiales. Voilà où on en est maintenant. Je reviens donc au chapitre 6 pour autre chose, et là c'est véritablement sur un commandement qui a une transformation euh, importante, mais finalement suffisamment discrète pour qu'elle puisse encore être acceptée par le plus grand nombre. Il s'agit évidemment de ce commandement qui nous disait, dans le commandement 4, nul animal ne dormira dans un lit. Et ici, qu'apprend-on dans le chapitre 6? Eh bien que les cochons ne respecteraient peut-être pas tellement cette résolution. On est page 56. Vers ce temps-là, les cochons emménagèrent dans la maison d'habitation dont ils firent leur quartier. Une fois encore, les animaux crurent se ressouvenir d'une résolution contre ces pratiques, qu'une résolution contre ces pratiques avait été votée dans les premiers jours. Mais une fois encore, Bribabi parvint à les convaincre qu'il n'en était rien. Il était d'absolue nécessité, expliqua-t-il, que les cochons tête pensante de la ferme aient à leur disposition un lieu paisible où travailler. Il est également plus conforme à la dignité du chef, car depuis peu, il lui était venu de conférer la dignité de chef à Napoléon. Donc, conforme à la dignité du chef, de vivre dans une maison que dans une porcherie. Donc,
Ici, on est un petit peu embêté par cette histoire, hein, c'était pas ce qui était convenu initialement et il y avait une chose effectivement qui était notée à l'époque, c'était cette histoire de lit. Donc comment est-ce qu'on transforme, des lois? Comment est-ce qu'on transforme, une histoire en une autre? Eh bien, c'est ce qui se passe ici, on va le voir. Hem, Douce, croyant se rappeler une interdiction expresse à ce sujet, se rendit au fond de la grange et tenta de déchiffrer les 7 commandements inscrits là. N'étant à même que d'épeler les lettres une à une, elle s'en alla quérir Edmé. Edmé, dit-elle, lis-moi donc le quatrième commandement. N'y est-il pas question de ne jamais dormir dans un lit? Edmé, épeler malaisément les lettres, enfin, ça dit aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. Donc, là, on comprend hein, que le commandement, à un moment ou un autre, hein, il a été, sans évidemment n'avertir personne, il a été modifié. Voilà, on a juste apporté cette petite précision, donc ça n'est plus la même histoire, donc les cochons sont complètement dans leur bon droit de pouvoir dormir dans un lit. Puisque, nous dira-t-on juste après, hein, attention bien sûr, il n'y a pas de drap. Hein, il y a des lits, il y a des couvertures, mais il n'y a pas de drap, donc ça suffit à rendre cette nouvelle pratique possible. Voilà, donc vous lisez la suite, hein, si vous voulez, de la page 57, cette histoire justement de drap, etc. Je ne rentre plus dans les détails pour avancer un petit peu. Alors, chapitre 7, j'y reviens donc, on a ici quelque chose, je vous demandais, hop, je retrouve la page, je vous demandais qu'est-ce qui ici troublait beaucoup beaucoup les animaux par rapport aux résolutions qui avaient été prises initialement. Donc plutôt page 70, évidemment la page 70 elle suit immédiatement les massacres qui ont eu lieu, c'est-à-dire que Napoléon a fait mettre à mort tout un tas de dissidents, d'opposants. On en avait déjà parlé hein, avec cette histoire de faux témoignages, faire avouer par la torture quasiment hein, un certain nombre d'animaux pour accabler encore Boule de Neige qui, je le rappelle, n'est plus là depuis très longtemps. Donc il y avait ce passage-là, et ici, à la fin de la page 70, ben, on voit bien que certains animaux, peut-être les moins ahuris, ceux qui ont le plus de mémoire, se disent que quand même, c'était pas tout à fait ce qui avait été prévu, cette histoire. Euh, alors, ces scènes d'épouvante et ces massacres, ce n'était pas ce que nous avions appelé de nos voeux la nuit où Sage l'Ancien avait exalté en nous l'idée du soulèvement. Elle-même, se fût-elle fait une image du futur, ça aurait été celle d'une société d'animaux libérés de la faim et du fouet. Ils auraient été tous égaux, chacun aurait travaillé suivant ses capacités, le fort protégeant le faible, comme elle avait protégé de sa patte la couvée des canetons, cette nuit-là où Sage l'Ancien avait prononcé son discours. Au lieu de quoi, elle n'aurait su dire comment c'était arrivé, des temps sont venus où personne n'ose parler franc, où partout grognent des chiens féroces, où l'on assiste à des exécutions de camarades dévorés à pleines dents après avoir avoué des crimes affreux. Il ne lui venait pas la moindre idée de révolte ou de désobéissance. Même alors, elle savait les animaux bien mieux pourvus que du temps de Jones, et aussi qu'avant tout, il fallait prévenir le retour des humains. Donc ici, c'est un élément important, c'est que il y a toujours cette espèce de crainte, hein, on en a parlé, ça c'est le principe de régner un peu par la terreur, et ici la terreur, évidemment la crainte que Jones revienne. Et sur les animaux, sur les bêtes, eh bien ça marche forcément très fort, hein, c'est-à-dire que ils se disent que oui, bon, bah, c'est pas hyper bien en ce moment, c'est pas très simple, il y a quand même deux trois trucs qui sont pas vraiment acceptables, mais c'est toujours préférable à le retour des humains. On verra si c'est vraiment préférable, hein, si vous avez lu, normalement c'est le cas, le roman, vous voyez bien jusqu'où ça va aller. On a déjà eu donc là un certain nombre d'animaux qui ont été exécutés, et puis il y aura évidemment le passage très très malheureux hein, de la mort de Malabar, enfin le départ de Malabar vers la mort. Donc évidemment, on peut, si on réfléchit une seconde, on s'aperçoit que Mr. Jones, il n'aurait sûrement pas agi de façon aussi cruelle avec ses animaux, parce que bah, c'était quand même un petit peu son gagne-pain. Alors, nous poursuivons au chapitre 8. Donc on a parlé évidemment ici du massacre. Euh, et au chapitre 8, eh bien, ça continue. Mais un commandement est modifié. Il faut juste que je le retrouve puisque je n'ai pas noté la page. Euh,
Alors oui, non, pardon, je suis au chapitre oui, 8. Donc, ben, attendez, parce que je vais regarder mon document, ce sera plus pratique. Page 73. Page 73, on a donc un commandement extrêmement important qui est ici encore une fois modifié, c'est celui justement donc sur la peine capitale, puisque le commandement que l'on connaissait c'était nul animal ne tuera un autre animal, et celui-ci, hein, un peu comme pour l'histoire du lit, eh bien celui-ci est transformé puisqu'on a ajouté à la fin de ce commandement nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable. Donc à partir de là, évidemment, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire que bien sûr que la peine de mort est légale, bien sûr qu'on a le droit de tuer quelqu'un, et de toute façon, comme les décisions sont prises par les cochons, eh bien il suffira juste que potentiellement, si on venait à leur demander des comptes, eh bien ils puissent dire qu'on a tué tel animal parce qu'il avait commis un acte de trahison. C'est le plus souvent ce qui revient ici, et ça suffit amplement à pouvoir justifier la mise à mort de tout un tas d'animaux qui ne se montreraient pas forcément tout à fait d'accord avec la transformation de la ferme. Et un peu moins grave finalement, hein, dans une autre transformation qui est dans le chapitre 8, c'était évidemment ce commandement qui portait sur la consommation d'alcool, hein, l'alcool étant quand même un produit qui était mal considéré par les animaux, puisque propre à l'humain, et un produit qui va avoir tendance évidemment à faire perdre la raison. Donc ici, on avait ce commandement, aucun animal ne boira d'alcool, et ce commandement, hein, page 86, fin du chapitre 8, donc ce commandement est modifié aussi. Encore une fois à la fin, aucun animal ne boira d'alcool à l'excès. Donc c'est formidable, hein, c'est un petit peu comme sans raison valable, à l'excès, c'est-à-dire que qui va quantifier si c'est excessif ou non. Et on le sait, dans ce chapitre-là, justement, ce moment où on voit les cochons qui sont complètement ivres, puisqu'ils ont bu tous les alcools des humains. Donc là aussi, transformation, l'air de rien, et surtout, bah, ça change absolument tout pour eux, hein, puisque personne donc, ne pourra aller discuter ces petits termes ajoutés à la fin, sans raison valable et à l'excès. Ensuite, et on terminera par là pour ce parcours transversal, je tâcherai tout de même de vous mettre un document écrit récapitulatif, mais là au moins vous avez le détail du texte, parce que mon document il fait une page, donc c'est plus synthétique. Évidemment, la dernière grande transformation, elle est évidemment dans le chapitre 10, puisque c'est ce qui porte sur notre commandement numéro 7. Hein, là, tous les commandements ont été, tous ou presque, ont été violés, hein, depuis le début. Donc, on a la question de la tenue que portent euh, que se mettent à porter les cochons, pardon. Et puis, évidemment, page 104, il y a ce commandement le plus important, hein, qui soit, c'est-à-dire tous les animaux sont égaux. Ça, c'était le premier commandement, enfin c'était le dernier de notre liste des commandements, mais à l'époque passée. Et ici, avec évidemment beaucoup de cynisme chez Orwell, puisque la phrase en elle-même veut presque rien dire, hein. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors évidemment, il faut comprendre ici la pique, hein, puisqu'on ne peut pas être plus égal que quelqu'un d'autre. Il y a une contradiction évidente, mais on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que en réalité, on est en train d'instaurer une nouvelle ségrégation, et elle va être rendue justement d'autant plus nette par la transformation d'autres euh, commandements du départ, à savoir quatre pattes, deux pattes. Et là aussi, on avait jusqu'à maintenant l'idée que c'était deux pattes non, quatre pattes oui, et vous allez retrouver ici, si moi-même je retrouve la phrase, bien l'inverse, hein, l'inverse tout simplement, je ne l'ai pas noté, ou en substance, mais je vais peut-être le retrouver, en substance, quatre pattes oui, deux pattes mieux, hein. Et donc ça, ici, est entériné la décision de se rapprocher au maximum des humains. Et pourquoi, évidemment, cette décision est prise? Parce que les cochons ont appris
à marcher sur leurs pattes arrière, ce que tous leurs petits camarades, les autres animaux, ne peuvent pas faire. Donc à partir de là, évidemment, c'est dans leur but, dans leur objectif, hein, dans leur démarche personnelle, c'est les cochons qui vont pouvoir donc, d'un point de vue légal, véritablement devenir des êtres supérieurs. Puisque s'il est mieux d'être à deux pattes qu'à quatre pattes, eh bien, les cochons seront donc de fait directement rangés du côté du mieux, contrairement encore une fois à tous les autres animaux. Alors, juste avant de se quitter, j'aurais voulu retrouver ben, déjà cette phrase, euh, mais vous la retrouverez, hein, elle est forcément dans le chapitre 10. Et puis aussi la question des habits. Oui, alors juste avant qu'on se quitte, page 103, vous avez ici un cochon qui apparaît et donc il tenait un fouet dans sa patte. Donc ici, tout est dit, hein, c'est le geste, c'est l'objet par essence, l'objet humain et l'objet de domination, évidemment. Donc là, tout est très clair, hein, la messe est dite, comme on dit. Et normalement, vous avez aussi la tenue qui est celle d'un humain. Donc il va y avoir, ça y est, j'ai retrouvé quatre pattes bon, deux pattes mieux, quatre pattes bon, deux pattes mieux, et ça c'est ce qui est chanté en chœur par les moutons. Donc on en avait parlé ça aussi, c'est pas anecdotique si c'est les moutons, hein. Les moutons fonctionnent par troupeau, ils suivent assez aveuglement d'ailleurs. Donc ici évidemment c'est l'électorat, si j'ose dire, aveuglé, hein, qui soutient constamment par bêtise Napoléon, hein, qui se pose même pas de questions. Il va où on le mène. Et donc, à la toute fin, évidemment, eh bien, on voit bien qu'il n'y avait plus ici, il n'y avait plus du tout de différence entre les cochons et les humains, que tout a été réécrit. Ça, on en a parlé dans le parcours transversal sur l'histoire réécrite, c'est-à-dire que Napoléon va expliquer aux humains que bien sûr qu'il n'avait jamais été question de se révolter contre les humains, qu'au contraire les humains étaient des amis, qu'il n'y avait plus le drapeau avec un sabot et une corne, mais un drapeau vert, que la ferme des animaux ne s'appelait pas la ferme des animaux, mais bien la ferme du manoir, et à la fin, évidemment, la formule est sans appel, hein, à la toute fin et du chapitre 10 et du roman, du récit, vous avez la phrase suivante: dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme, mais déjà, il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Donc, tout a été mis en place effectivement pour que les cochons deviennent les égaux des humains, qui dirigent ensemble la ferme, et donc ainsi hein, qu'ils dominent entièrement toutes les autres espèces de la ferme. Et évidemment, donc c'est bien pour ça que les commandements ont été modifiés, que toutes les résolutions du début ont été effacées, transformées ou effacées. Tout ça, évidemment, pour que quelques-uns, c'est-à-dire les soi-disant révolutionnaires du début, hein, pour que quelques-uns puissent s'arroger tous les privilèges et tous les droits. Et c'est ce qui se passe ici, donc évidemment, c'en est terminé hein, pour la cause animale. Mais, et c'est évidemment de ça que c'est évidemment ça que Orwell veut dire hein, dans ce récit, on en a parlé souvent, c'est que c'est ceux-là même qui avaient fait croire qu'ils étaient du côté du peuple, qui sont finalement devenus des dirigeants tyranniques et qui se sont attribués tout le pouvoir. Hein, c'est toujours le problème des révolutions, c'est qu'on croit que c'est pour le plus grand nombre, et puis souvent hein, on fait tomber un roi, mais on met un dictateur à la place, ou etc. etc. Et ici c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est toujours pour un groupe extrêmement réduit, hein, une minorité qui prend le pouvoir au détriment de tous les autres. Et c'est évidemment ce qui se passe ici, c'est évidemment ce qui est dénoncé par Orwell dans le contexte historique hein, de rédaction de son roman. Et ça, vous le savez, on en a déjà parlé. Et pour plus d'informations, si ce n'est pas encore clair, les régimes totalitaires, je vous renvoie à votre professeur d'histoire-géographie. Voilà. J'en ai terminé pour ici. On essaiera de faire la même chose pour le parcours transversal numéro 3. Il serait grand temps hein, de finir de lire ce roman, si ce n'est pas fait, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on est dessus.
Si j'apprends qu'il est possible de faire, quelque chose de l'ordre du direct, sur mapclass.com ou je ne sais quoi, et peut-être vous voir, ou vous entendre, vous puissiez m'écrire, ce serait un peu plus interactif et un peu mieux parce que là évidemment, vous pouvez que m'écrire, par mail, hein, mais n'hésitez pas à le faire en revanche, sur l'adresse mail habituelle lesdier.prof@gmail.com s'il y a des questions, s'il y a des problèmes de documents, s'il y a, n'importe quoi et si on et je crois qu'on peut aussi communiquer par Pronote. Voilà, s'il y a des choses encore plus modernes qui se mettent en place, eh bien, vous en serez avertis et moi aussi et ça sera peut-être encore plus profitable. Mais on va quand même essayer de tenir un rythme un petit peu régulier. Je ne sais pas si je pourrais poster des vidéos tous les jours, mais voilà, vous avez déjà celle-ci. À mon avis, c'est peut-être pas mal de l'écouter 2 fois pour certains, en tout cas, plus les documents qui seront en aide, sur Pronote. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, travaillez, travaillez et pas de panique surtout. Au revoir.